j'ose plus dire table ronde, on va dire débat plutôt, ce sera peut-être plus opportun. Un débat, une table ronde qui va donc réunir à la fois des pure players du commerce en ligne et des acteurs du commerce traditionnel. Alors autour de Christophe Rommel, fondateur de Service Mobile, ils vont nous raconter leur expérience et leur vision de l'impact du mobile sur leur activité. Je vous les présente très rapidement. François Monbois, président de la FEVAD, donc la Fédération des entreprises de vente à distance. Jean-Noël Pénichon, le directeur Digital France et Europe du Sud de McDonald's. Thierry Petit, cofondateur et co-gérant de showroomprivé.com. Et puis Eric Fuchs, le directeur du développement online et multicanal de Carrefour. Christophe, c'est à toi. Bon, allez, on va démarrer. Alors, ce que je vous propose de faire durant cette table ronde, c'est d'aborder en 3 points un petit peu ce thème. Le mobile va-t-il marquer la fin ou l'avènement du e-commerce? On va demander le point de vue de la FEVAD qui va nous dire un peu ce qui se passe en France, l'état d'esprit de ces e-commerçants face à cette révolution, à ce changement de mentalité avec le mobile. Et ensuite, je ferai un zoom de 5 minutes avec chacun pour que vous nous parliez de vos activités. Et ensuite, on posera des questions plus généralistes où chacun pourra participer. D'accord? Donc François, moi je veux bien que tu m'expliques un peu ce que fait la FEVAD et aujourd'hui, quel est l'état du e-commerce et du m-commerce en France? Oui, alors les chiffres, vous les avez vus, puisque les chiffres qui ont été présentés, c'était les chiffres FEVAD. C'est difficile d'avoir un chiffre d'affaires global du mobile en France, parce que les sites communiquent plus ou moins sur ces sites. On a un panel, et sur le panel, comme ça a été indiqué, en gros, le mobile, c'est 10% du chiffre. Mais la tendance est en croissance et en gros, tout le monde s'y met plus ou moins rapidement selon les moyens des marques. Parce que le mobile, ça sera expliqué, c'est quand même pas simple. Ça a été dit, vous adaptez pas votre site pour le smartphone de la même manière que pour un iPad. Donc c'est un peu compliqué, il faut le faire. Les derniers chiffres intéressants du week-end de promo aux États-Unis, la Black Friday, Cyber Monday, etc., c'est qu'au niveau du trafic, 50% du trafic était sur le mobile. Ce qui est énorme, hein. 50% donc sur PC sur la Mac. partie Thanksgiving Day, hein, pas sur Black Friday. Enfin, sur le gros week-end, ouais, le gros week-end. Les chiffres de Comscore, mais effectivement, il y a des chiffres différents. Enfin, en gros, 50% du trafic sur le mobile, décomposé en 35 smartphones et 15 tablettes. Et au niveau de l'achat, là, ça change. On a toujours les 15 sur tablette, mais on passe à 70 sur le fixe et l'équivalent de la baisse sur le smartphone. Ce qui montre que pour le trafic, il y a beaucoup de trafic sur le mobile, mais l'achat smartphone n'est pas encore là totalement. C'est des problématiques dont on parlera peut-être d'enrôlement, du fait qu'un écran smartphone c'est petit, de sécurité de paiement, etc. Le smartphone n'est pas encore considéré, mais ça va venir, hein, comme au niveau du reste. L'état d'esprit des commerçants, c'est que c'est une superbe opportunité, effectivement, de toucher les clients 18 heures sur 24 tout le temps. Et donc toutes les marques s'y mettent, mais je dirais à la hauteur de leurs moyens, parce que un patron d'un site internet ou un DSI, il a l'optimisation du moteur de recherche, il a la place de marché, il a le mobile. Enfin, il y a énormément de projets, donc c'est pas facile pour les sites de faire des priorités, mais il y a une conviction que oui, c'est très important, oui, il faut y être. Et malheureusement, parce que ça serait beaucoup plus simple, on ne peut pas simplement prendre le site du fixe et puis le mettre sur le mobile tel quel. Il faut adapter, comme ça a été dit, scénariser et mettre en place le site. OK. Dans votre CP du mois de novembre, là, vous avez annoncé un chiffre, 30 millions d'internautes qui ont acheté leur cadeau de Noël en ligne. Et vous dites 6% des mobinautes en France vont le faire à partir de leur mobile. Oui, c'est des intentions d'achat. Non, mais ça correspond un peu à ce que je vous dis. Aux États-Unis, on est sur 15. C'est du déclaratif, donc c'est pas facile de le savoir. Mais ce qui est certain, c'est que le trafic va venir du mobile. C'est-à-dire que les gens vont regarder leur marque à partir du mobile. Après, c'est à chacun de jouer et de transformer. S'ils le souhaitent aussi, hein, il y a des sites qui préfèrent que les gens aillent finir l'expérience sur le fixe. Mais le trafic est là. C'est-à-dire le consommateur va accéder à la marque beaucoup avec le mobile. OK, parfait. On va faire un zoom. On va démarrer par showroom privé. Ensuite, on parlera de McDonald's et ensuite de Carrefour. Alors Thierry, j'ai regardé un petit peu ce que vous faisiez parce que comme tous les Français, je pense qu'on est axé souvent sur le concurrent, sur vente privée, et peut-être pas assez sur showroom privé. Et pourtant, j'ai découvert des choses incroyables, quoi. Pourtant, nous sommes très amis, je plaisante.
Bonjour à tous. Nous, effectivement, le mobile a été très vite un moyen aussi de se différencier par l'innovation. Et puis, on a une culture, moi je suis ingénieur de formation, donc j'ai mis une culture techno très forte dans l'entreprise dès le départ. Et je pense que François en a parlé, la mobilité nécessite aussi beaucoup de maîtrise technologique et beaucoup d'agilité parce que tous les jours, il y a de nouveaux smartphones, des nouveaux systèmes d'exploitation. Il faut en permanence s'adapter et être toujours dans un truc assez empirique finalement. Donc nous, on a été plutôt très tôt sur le mobile, dès 2011, pour vraiment révolutionner l'entreprise, puisqu'on a d'ores et déjà 50% du chiffre d'affaires réalisé sur un terminal mobile, donc ce qui est juste colossal. 75% de tout ça étant fait sur des apps. Donc moi, je ne différencie pas tablette ou pas tablette, je différencie plutôt les expériences d'achat, qui sont pour moi différentes. On y a cru très tôt, on a investi très tôt. Alors effectivement, c'est un vrai bordel, parce que si on veut être vraiment fort sur les conversions, il faut adapter à chaque fois son parcours d'achat et son expérience. On n'a jamais cherché à décliner. Enfin, pour moi, dans le concept même du décliner, il y a quand même le mot déclin, le site sur les interfaces. On a repensé à chaque fois les interfaces sur chaque device. Et d'ailleurs, on s'est aperçu que ça permettait de simplifier les expériences d'achat, de créer des choses différentes. Plutôt que de chercher à répliquer, je pense que ça a été quelque chose d'assez important. On a travaillé toutes les interfaces différentes, les devices, et dans tous les pays. Donc, les adaptant aux moyens de paiement, en travaillant les taux de conversion sur les pages un peu clés, ça a été assez fondamental. Et puis par ailleurs, il s'avère que du coup, on a un business model qui est plutôt très en ligne avec la mobilité. On a même l'impression que parfois, la mobilité a été absolument parfait pour notre modèle, puisque nous, notre baseline, c'est qu'il est urgent de se faire plaisir. L'urgence, on comprend bien sûr avec la mobilité, le côté instantané tout le temps. Et le plaisir, parce qu'effectivement, on s'aperçoit, quand on lit aussi les études, il y a des étapes, il y a des expériences d'achat qui sont plaisantes sur des interfaces, parce qu'elles sont ludiques, parce qu'elles sont effectivement plutôt de l'ordre de une sensation agréable avec le produit. Donc on était plutôt en ligne. Et pour finir sur ça, nous on a une valeur qu'on joue beaucoup chez Chambre Privée, qui est l'accessibilité, en vendant des marques pas chères, en livrant très vite, notre service de livraison en 24 heures. Et la mobilité était finalement le dernier point qui manquait pour améliorer cette valeur, puisque c'est le tout le temps et le en permanence. Donc ça, c'était clé. En quelques chiffres, c'est quasiment plus de 200 millions d'euros encaissés sur mobile cette année, 65% de trafic. Ça veut dire que par rapport à l'objectif de 2014 qui était annoncé de 500 millions d'euros, c'est presque la moitié. Ouais, alors là, pas sur l'année. Ouais. Là, en ce moment, on est à 50%, d'ores et déjà, 49, quelque chose. En début d'année, on était plutôt sur 35-36. Donc voilà, il y a effectivement des conversions qui sont plus faibles, parce qu'on a quasiment 65% du trafic, donc on a des taux de conversion plus faibles, mais qui quand même commence à grandir parce que je pense que le consommateur s'habitue plus. On a beaucoup travaillé la conversion, la sauvegarde de cartes, énormément de travail ergonomique quand même pour optimiser les chemins. On va y revenir à ça. Voilà. Question sur le développement international. S'il y a des marques dans la salle qui ont un développement sur d'autres pays, il y a 26 pays dans l'Europe, c'est un casse-tête quand même. Tu as dit tout à l'heure, on s'est adapté aux usages des pays, c'est ça? Les usages sont différents. iOS est très présent dans le nord de l'Europe, Android est très présent dans le sud. Donc déjà, ça crée des vraies différences. Et en France, on est plutôt sur un équilibre. Il y a des modes de paiement, bien sûr, mais ça, indépendamment du mobile ou pas, il y a des modes de paiement dans tous les pays. Il y a des attitudes de consommation, des clés de réassurance différentes dans tous les pays. Donc l'adaptation, nous, on l'a faite aussi non seulement par device, mais en plus par pays. Et on a beaucoup travaillé les moyens de paiement, qui sont quand même un enjeu assez fort, puisque on est sur un endroit assez stratégique, et c'est ce qui peut jouer beaucoup sur la conversion à la fin. Et vous travaillez tout seul quand vous allez dans le pays, ou vous prenez des prestataires pour vous aider à comprendre? Ça, c'est compliqué, parce qu'en fait, alors je ne veux pas être sympa s'il y a des agences dans la salle, mais on s'est aperçu que finalement, c'est un métier qui est extrêmement jeune, extrêmement neuf, et que finalement, très peu de gens le connaissent. Et c'est très expérimental. Donc du coup, on a travaillé avec des agences dans le passé, on s'aperçoit que finalement, on n'apprend pas grand-chose. Donc on a internalisé au fur et à mesure, donc bien sûr sur le back-office, ça depuis toujours, de plus en plus sur le front, et la partie marketing est entièrement gérée en interne, encore une fois, parce que finalement, il n'y a pas tant d'expérience en dehors, donc on a été obligé de la créer. Ouais, pourtant, en faisant un peu de recherche, je m'aperçois que vous appuyez quand même sur des prestataires, sur des partenaires très importants. Alors, par exemple, je pense à la logistique.
Voilà, c'est la filiale de 3 Suisses qui Oui, permet oui. d'aller. Non, mais c'est important de dire que Oui. aujourd'hui, l'e-commerce, c'est aussi s'entourer de bons partenaires pour réussir. Non, mais je plaisante parce que Voilà. la partie pas sympa pour les agences. La partie paiement, Mais, vous avez lancé aux Pays-Bas quelque chose d'intéressant avec les bitcoins, avec Ouais. Paymium, une Et start-up. en France aussi. Voilà, et la France. Donc vous voilà. pouvez payer, vous pouvez acheter. Donc ça veut dire que en Bitcoin en France. ça veut dire que vous appuyez sur des partenaires. Oui. Voilà. Non, quand je dis là, on parle du mobile, je crois aujourd'hui, donc je me permettais de parler du mobile. Et qu'effectivement, on travaille effectivement en logistique. On s'est aperçu qu'il y avait des gens qui savaient mieux le faire que nous. On ne s'est pas posé la question. Quand on veut faire C'est du excellent, Bitcoin, ça. bien sûr, Ouais. évidemment. Ce que je dis juste, c'est que c'est un métier tellement jeune. Ça me rappelle, moi, j'ai créé ma première boîte en 99 en France sur Internet, où finalement, on se rendait compte qu'à 27 ans, on avait plus d'expérience que des gens qui en avaient 45, parce que de toute façon, personne ne connaissait cet objet qui était l'Internet. Et j'ai l'impression qu'on revit ça encore avec la mobilité. Un petit peu moins. Marketingement, moi je trouve en tout cas que c'est tellement, enfin, ça change tellement tout le temps. Il y a des boîtes noires qui existent, donc de toute façon, quand vous ne comprenez pas comment fonctionne l'algorithme qui travaille le classement dans les stores, vous expérimentez plein de choses. Et c'est pas, très sincèrement, il y a D'où c'est important de choisir le bon prestataire quand même. alors Parce oui, qu'il y a nous des on gens- a gardé les prestataires sur la partie front office. Ok. Voilà. Thierry, on va revenir à tout Ouais. ça. On va passer avec Jean-Noël, McDo. Bonjour. Voilà. Alors, je pense que beaucoup le connaissent, mais c'est intéressant parce que c'est une vraie révolution chez McDo. Je pense que c'est une des sociétés dans le monde qui a le mieux réussi ce qui se passe sur mobile. Hein. En tout cas, moi, de ce que je regarde depuis 10 ans, voilà, McDo fait partie de ceux qui sont dans le top 5, de ceux qui savent bien utiliser un mobile. Et on peut dire, un petit cocorico, c'est quand même la France, hein, qui a mené pas mal d'initiatives. Alors, tout à fait. Donc, moi, je suis quand même le petit poussé par rapport aux géants qu'il y a ici sur le e-commerce. En fait, pour nous, on ne s'est pas posé trop la question de savoir si c'était mobile, mobile first, mobile only. En fait, nous, on souhaitait vraiment offrir une nouvelle possibilité pour nos clients et surtout révolutionner la façon de pouvoir commander chez McDo. Puisque jusqu'à il y a encore 12 mois, la seule façon, c'était d'être physiquement présent dans nos restaurants. C'était la seule et unique façon partout à travers la planète. De façon un peu plus moderne en France qu'à travers certains pays, puisqu'on avait commencé à initier un certain nombre d'outils, notamment les bornes de commande pour digitaliser un peu le service et l'expérience. Mais néanmoins, il fallait quand même se rendre sur place. Et donc, quand on a commencé ce chantier, on s'est dit comment est-ce qu'on peut transformer la relation en fait, et comment est-ce qu'on peut rentrer en contact avec nos clients avant, pendant et après. Et très naturellement, on est arrivé sur une logique e-commerçante. Beaucoup au début nous ont dit ça ne marchera jamais. Eh bien, il se trouve qu'aujourd'hui ça marche. Pour des raisons de concurrence, je ne partagerai pas les chiffres de ce que ça pèse, mais on le fera, ça Non, je mais peux alors, vous assurer. moi, j'ai noté des choses qui ont été annoncées dans la presse. Sans commande digitale, 50% web, 50% mobile. Ça a Ouais. bougé ou c'est toujours... On a démarré autour de 35-40% de mobile et aujourd'hui, on est à un peu plus de 50%. On se rapproche même de 60% de nos commandes qui sont faites sur le mobile. Alors pourquoi? En fait, une des raisons pour laquelle on a démarré très vite assez haut, c'est qu'on ne s'est pas posé la question de mobile ou pas mobile. D'entrée de jeu, on a démarré avec le mobile. C'est-à-dire que quand le site web est devenu marchand, l'application mobile est devenue marchande instantanément. Et il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait d'un côté, on le fait aussi de l'autre. Et on ne donne pas de priorité à un canal ou à l'autre. Et alors, il y a des fonctions qu'on ne retrouve que sur le mobile parce qu'elles sont dédiées au mobile. Par exemple, Touch ID, un certain nombre de fonctions qui ne sont que sur le matériel ou l'OS se retrouvent que sur cette plateforme. En revanche, je dirais que les fonctions qui sont accessibles des deux côtés, on les ramène forcément des deux côtés. Donc oui, on continue dans cette direction-là. Je dirais même qu'en termes de transactions, on n'est pas loin des 60% maintenant réalisés sur le mobile. En chiffres un peu moins parce qu'en fait le plateau moyen est un peu moins élevé. Mais alors ce qui est très marrant, pour répondre à, je ne sais plus qui abordait ça ce matin, c'est que cette consommation mobile, donc on va dire 50% des transactions qui sont faites sur le mobile chez McDo dans les transactions e-commerce, 70% de ces transactions, elles sont faites sur le canapé à la maison. Donc ce qui est quand même assez marrant, c'est-à-dire que en fait, c'est vraiment le début de la mobilité. C'est-à-dire que on s'imaginait, nous, qu'on allait avoir quand même beaucoup plus de transactions en vraie situation de mobilité, c'est-à-dire dans la rue, en arrivant au restaurant.
Ouais. Alors après, cette situation de mobilité, vous avez réussi à faire avec Passbook. 65%, je crois, des commandes sont intégrées dans Passbook. Et ça permet de faire des choses incroyables. Sur iOS, ouais. On est même à plus de 70 maintenant Alors, des que commandes. que fait cette innovation? Parce qu'il y a quelque chose d'important. Quand tu vas au magasin, 500 mètres avant... En fait, c'est ça. En fait, le gros avantage de Passbook. Et puis maintenant, il y a Samsung qui a développé la même fonction hein, sur le Samsung Wallet. Donc on l'a aussi sur Android, pour ceux qui ont un Android Samsung. En fait, le gros bénéfice, c'est que ça limite encore les étapes. Ça permet, en arrivant à 500-600 mètres du restaurant, de ne même pas avoir à ouvrir l'application, de ne même pas avoir à ouvrir son SMS ou son email, mais de déloquer directement depuis la home de son smartphone le boarding pass qui vous permet de faire le check-in et de récupérer vos produits en restaurant. Et puis j'espère un jour qu'on fera e-bacon à Alors 500, ça, 600 c'est mètres intéressant. voilà. Tout à l'heure, je discutais avec quelqu'un dans la salle de ça. Pour tous ceux qui font du e-commerce, voilà, les notifications, les push, c'est bien dans un sens, mais il ne faut pas penser que comme ça, parce que sans quoi on tuera à force, mais plutôt penser comme McDo a fait. La notification est faite pour répondre à un besoin. Et voilà, là, il y avait un besoin. Dans les 500 mètres, il fallait déclencher quelque chose. Voilà. Ça, c'est le client le réclame, le client l'utilise et il est content. Et très honnêtement, en fait, on ne le fait pas pour faire un coup marketing. Notre idée numéro 1, c'est de simplifier le process. La semaine dernière, on a réalisé une nouvelle app. C'est à peu près tous les mois. Hein. Tous les mois, il y a des nouvelles fonctions qui arrivent. La semaine dernière, on a réalisé une nouvelle app parce qu'on a enfin, je crois qu'il est dans la salle, parce que ça faisait des mois qu'il me tannait avec ça, on a enfin lancé le one-click sur PayPal. On avait déjà le one-click sur mobile, sur la CB, mais on n'avait pas encore le one-click sur PayPal. Et dans quelques semaines arrive l'onboarding des moyens de paiement dès l'inscription, arrive Touch ID. Enfin, on a une volonté à amener des nouvelles fonctions régulièrement pour optimiser le parcours et l'expérience des clients. Alors, il y a eu un chiffre annoncé qui est hallucinant avec Apple Pay aux États-Unis pour McDonald's. 50% des paiements faits avec cet outil. Tu peux en parler ? Alors, je peux en parler 2 secondes. Bon, d'abord, ce n'est pas encore disponible en France. Je le regrette parce que je rêverais de pouvoir le faire. Pourquoi ce n'est pas disponible en France ? Ce n'est pas disponible parce que je pense que les discussions sont actuellement en cours entre Apple et les banques et le GIE carte bancaire. Alors, s'il y a des banques dans la salle, et je sais parce que j'en ai croisé quelques-uns, activez. Ouais. Donc, je comprends que les négociations soient importantes. Maintenant, c'est ce que Thomas Hudson disait dans son interview, la volonté de PayPal, la volonté d'Apple là-dessus, c'est pas de prendre le marché du paiement, c'est vraiment d'enrichir l'écosystème à mon sens. Et nous, c'est notre volonté aussi, hein. C'est d'offrir une alternative, pas un remplacement, pas une substitution, mais vraiment une alternative supplémentaire à nos clients pour fluidifier le trafic. Donc aux États-Unis, l'information que je n'ai pas, c'est la taille du paiement NFC chez McDo aux États-Unis, parce que c'est assez récent, hein, c'est-à-dire que le paiement NFC est arrivé il y a 5 mois chez McDo aux US, mais sur l'ensemble des paiements NFC réalisés, un paiement sur 2 était fait au travers d'Apple Pay. Mais quand on voit les chiffres d'Apple Pay, je crois qu'ils ont eu je ne sais plus combien de millions de cartes onboardées au bout d'une semaine, c'est une très très grosse machine, bien sûr. Énorme. Et il ne faut surtout pas oublier que Apple, des derniers chiffres que j'ai lus, a 800 millions de comptes avec carte bleue enregistrée, puisque ça, ce ne sont uniquement que les comptes carte bleue. Donc forcément, ils ont une puissance de tir importante. C'est pour le meilleur plus tard. On va passer à Carrefour. Alors Carrefour, c'est le géant brick and mortar. On pourrait dire... Enfin, c'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais associé à la vieille Europe, hein, quand même, parce que c'est un des acteurs quand même qui est là depuis très très longtemps. Ceci dit, c'est quand même 10 000 magasins dans 34 pays. Donc là, la partie mobile, elle est costaud. C'est 100 milliards de chiffre d'affaires. C'est 4 fois moins que Walmart. Et c'est 10 millions quand même de clients qui passent en caisse tous les jours. Alors aujourd'hui, vous en êtes où là, Carrefour, sur le mobile par rapport à ces chiffres-là? Alors juste avant, je voudrais rappeler la phrase de ton PDG, qui est Georges Plassa, qui s'est exprimé il y a quelques jours, qui dit, et ça rejoindra ce qu'a dit Luc de SFR, « L'avenir est à l'association du virtuel et du physique, du digital et des magasins, parce que c'est là que se passe la relation. Je pense que le magasin sera au cœur du futur dans toutes ces nouvelles technologies du net et du digital. » Donc ça, on en est quasiment sûr. Hein.
Ah, vas-y. Bonjour à tous. Effectivement, nous, on sent un véritable changement là, depuis 1 an, 2 ans, et avec un équipement massif en smartphone de nos clients. C'est assez récent et voilà, on pense qu'il y a une montée en puissance qui va se faire sur effectivement les 2-3 années assez importantes. Pas forcément plus vite, parce que ça va effectivement dépendre du développement des usages. Effectivement, on voit que nos clients aujourd'hui, ce qu'ils cherchent, ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, c'est des informations sur les prix, informations sur les produits, les avis clients, des infos locales, des sites mobiles ou des apps effectivement simples, rapides. Combien d'applications aujourd'hui? On a 9 applications. C'est une volonté de faire comme ça, de déployer 9 applications. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est une réflexion tous ensemble où vous vous êtes dit, voilà, il faut qu'on déploie business par business mon application? Bon, c'est plus une réflexion effectivement sur l'usage. On se dit que effectivement, quand il y a un usage qui est fréquent, régulier, avec de la valeur ajoutée, comme effectivement la carte de fidélité, là c'est évident que c'est une application. Pour un site e-commerce non alimentaire où la fréquence n'est pas aussi forte que sur des ventes privées par exemple, un site mobile est très bien. Donc on est plus effectivement dans ce type de réflexion. Après, les usages aujourd'hui en termes de chiffres pour aller sur Carrefour, c'est quand même à travers les applications ou c'est du web mobile? Alors, sur la fidélité, c'est sur les applications, et sur les sites e-commerce, c'est plutôt sur les sites mobiles. D'accord, ok. Qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre en termes d'usage chez Carrefour? Combien vous êtes chez Carrefour à vous occuper du mobile? Le nombre de personnes? Alors on est bien sûr une grosse organisation avec plein de divisions, comme vous pouvez vous en douter. On a des divisions e-commerce, on a des divisions marketing digital qui s'occupent plutôt du magasin. Et on a des équipes mobiles, on va dire, dans chacune de ces divisions. Mais effectivement, le mobile aujourd'hui, en termes d'équipe, on n'est pas aussi avancé que des gens comme showroom privé. Est-ce que vous travaillez comme Walmart? Walmart, en début d'été, a annoncé quelque chose de quasiment génial. C'est la dématérialisation du ticket de caisse. On a une application, les tickets de caisse sont poussés sur l'application, mais ce n'est pas simplement de l'archivage, c'est très interactif et ça va permettre d'aller vers la liste de courses, etc. Est-ce que vous travaillez sur des sujets comme ça? On regarde beaucoup effectivement ce que fait Walmart aux États-Unis. Vous regardez ou vous travaillez? On regarde d'abord et on travaille effectivement, on travaille beaucoup forcément sur ces sujets qui sont en cours. Tesco aussi est très avancé là-dessus. L'Asie aussi en termes de benchmark et commence à être intéressant, notamment sur le mobile. Voilà. Après sur le parcours client, effectivement, comme tout le monde l'a dit, hein, on travaille beaucoup, nous, sur le parcours client magasin. Aujourd'hui, dans ce parcours client, le digital commence à être intégré. Donc, dans toutes nos études, et voilà. Donc, on fait beaucoup de tests aussi. On teste, on corrige. Alors, je vais lancer une question après, un peu... Christophe, on parle beaucoup de Walmart. Je veux quand même dire que le drive, le click, collect, retailer, c'est une invention 100% française. Et que Walmart commence tout juste à avoir 2 magasins, je crois, aux États-Unis. Et qu'il y en a 3 ou 4 000 en France. Tu peux rappeler qui est l'inventeur? Donc je suis assez surpris. Ah non, l'inventeur du drive, c'est quand même nous à la base, voilà. Il y a quelques années, mais j'étais surpris que les Américains ne démarrent pas plus et qu'en fait ce soit les Français qui, pour c'est peut-être une question d'usage aussi. Hein. Oui, bien sûr. Alors, question plus généraliste à vous 4. En fait, ça serait intéressant pour la salle de savoir comment vous travaillez sur les attentes de vos clients. Comment, par exemple, chez Showroom Privé, on prévoit le futur. Voilà, vous avez une application. Comment on fait évoluer cette application en interne? Comment vous faites concrètement? Alors, on ne se pose pas non plus des questions à 5 ans, parce que pour être très honnête, je pense que personne dans cette salle est capable de dire ce qui se passe dans 5 ans. Et à 12 mois. Non, mais ce qui est important, c'est quand même important dans la démarche, parce que je pense que c'est une démarche très empirique et donc expérimentale. Donc il faut tester, il faut essayer, il faut roder, il faut se planter, et à mon sens, c'est le seul moyen d'appréhender ces technologies-là. Et c'est pas que technologique, parce que aussi, on parle beaucoup du mobile comme vecteur de trafic et de chiffre d'affaires. C'est aussi, et nous, c'est quelque chose qui nous a beaucoup étonné. On a 40% de nouveaux acheteurs grâce au mobile. Et en fait, on s'est aperçu qu'en travaillant les stores, les mécaniques d'acquisition mobile, ça nous permettait aussi d'aller travailler l'acquisition. C'est quoi? C'est du bouche à oreille? Non, c'est de l'acquisition. C'est des clients qui vous connaissent par l'app en premier. Et de plus en plus de comportements. Après, c'est pas illogique en soi, parce que quand on regarde
Finalement, tout ça, c'est un peu le sens de l'histoire. Quand on regarde toutes les nouvelles générations, on a l'impression qu'elles ont un portable greffé dans la main. Donc, c'est complètement naturel, finalement, d'être mobile first. C'est sûr que c'est greffé dans la main. Les Ah ouais, 18-35 ans, c'est certain. Jean-Noël, chez McDo, comment vous faites? Comment on fait pour prévoir? Par exemple, non, mais par exemple, quand vous avez fait l'histoire du passbook, comment vous avez travaillé en interne? Non, alors en fait, pour être très franc, le passbook, c'est l'agence qui travaille sur l'apps qui nous a dit voilà, Apple sort dans quelques mois, c'était 2 jours après la keynote. Apple sort dans quelques mois passbook, nous on serait très fiers de le faire avec vous, est-ce que ça vous dit? Et donc voilà, on y va, on regarde un peu, on passe 2-3 coups de fil. 2-3 patrons digitaux qui me disent non mais t'es fou, tu vas donner tes infos à Apple, faut surtout pas faire ça, faut qu'ils reviennent dans ton apps. Je me dis bon, s'ils veulent pas le faire, c'est peut-être que ça peut être intéressant, il doit y avoir un intérêt. Et puis en fait, on regarde, on prend la décision, on dit banco, on y va. Voilà un peu comment on travaille. Bon après, pour être très transparent, comme on développe quand même pas mal de services autour de ces applications. On est en relation un peu plus privilégiée avec les plateformes et donc on a la possibilité d'avoir un peu en avance, quand McDo fait Apple Pay aux États-Unis, c'est bien sûr préparer quelques semaines, pas très longtemps, mais quelques semaines avant la keynote pour pouvoir être annoncé. Et ça, c'est la force de la marque, bien sûr. Bon, Eric, est-ce qu'on te pose la question comment vous travaillez chez Carrefour? Je pense que toute la salle sait, non? Non, mais ce qu'on a dit tout à l'heure, nous on benchmark beaucoup parce qu'effectivement l'exécution est clé et on n'est pas forcément aussi agile que des pure players, donc il faut qu'on soit très en avance. Alors, question, pourquoi Carrefour ne serait pas aussi agile qu'un pure player? Pourquoi? Mais pourquoi un pure player ne serait pas aussi gros qu'un Carrefour? C'est la même question. Et pourtant, non, c'est pas mal, mais c'est... Mais ceci dit, il y a des expériences en cours. Par exemple, je prends des constructeurs automobiles qui savent extraire 100 ou 200 personnes, les mettre ensemble et travailler à des projets. Et ils deviennent très agiles et ils vont devenir très agiles. Voilà, c'est ça que je voulais t'entendre dire. Mais non, mais on y travaille et c'est de... D'abord, c'est effectivement la vision. Aujourd'hui, le digital est clairement stratégique, donc ça, il n'y a pas de souci. Les équipes commencent à tous y travailler. Maintenant, c'est effectivement une question d'organisation, de plus travailler ensemble. Mais voilà, c'est une période qui est très intéressante puisqu'on commence à bien travailler avec les magasins. Tout le monde est plus ou moins la même vision, effectivement, stratégique. Ça veut dire que la croissance a repris dans les magasins. Hein, c'est ça, ce que j'ai vu. Oui, mais en tout cas, voilà, c'est effectivement toutes ces technologies, tous ces modes de click and collect vont dans le bon sens et nous réconcilient avec les magasins et nous permettent et c'est ça qui va être notre caisse de résonance. Ok. Comment on crée l'engagement sur mobile? Comment vous avez créé l'engagement? L'offre est quand même le premier critère d'engagement, c'est être capable d'attirer. Et c'est souvent un problème d'ailleurs parce que c'est quand même assez simple d'aller acquérir, enfin en tout cas on a de l'argent, on peut acquérir des membres du trafic. Pour faire revenir, c'est plus compliqué. Donc du coup, bien sûr, il y a le produit en soi qui doit être fidélisant, la simplicité, et puis aussi toute une mécanique. Moi, ce que j'aime beaucoup dans le mobile, c'est que ça permet, enfin dans les apps, ça permet de faire pas mal de CRM finalement et de fidélisation et de personnalisation, qui est aussi le propre du mobile. C'est très personnel, on en a parlé. Donc du coup, est-ce que vous personnalisez chez Showroom Privé, par exemple, on fait des push-in-app personnalisés sur les offres. Ça offre plein de latitudes, c'est assez intéressant. Est-ce que l'interface peut être proposée différemment? Elle va l'être. Très bien. Effectivement. Jean-Noël? Non, pareil, je dirais que donc, on a eu une stratégie dès le début qui était très apps, à tel point que le site web est marchand, mais le site mobile, lui, ne l'est pas. Il va devenir dans quelques semaines. Et c'était vraiment notre stratégie. Mais on veut aussi maintenant aller jusqu'au bout de la démarche. Après, le gros avantage de l'apps, c'est que c'est quand même beaucoup plus personnel. On peut aller plus loin. Donc nous, en fait, le client, il retrouve ses favoris. Il a la liste de ses préférences. Il peut historier, il peut programmer ses commandes, faire, je sais pas, son sandwich préféré et le garder en fait pour pouvoir aller beaucoup plus vite. Et bien sûr, une des idées qu'on a, c'est de personnaliser en fait l'apps
pour que on raccourcisse le plus possible le parcours client. Ouais. Alors, dernière question qui est intéressante quand même, parce que s'il y a des startups on est vraiment dans ce mode. Est-ce que vous travaillez tous avec des startups et des partenaires externes, des jeunes, de l'agilité qui vous permettent d'avancer, pas piller leurs idées, faire comme Thierry Henry avec Paymium, par exemple, les intégrer pour la... Donc, nous, on fait 100% de nos développements externalisés. On n'a aucune équipe de développement interne. Donc, bien sûr, on fait appel à des gros groupes et à des startups. On travaille avec Worldline pour toute je dirais, l'infrastructure et la base de la plateforme. Mais par exemple, il y a, je sais plus, il y a 10-12 mois, on a été une des premières marques à faire ScanPay, qui était une petite startup qui a dû grossir depuis. Parce que c'était pas juste pour faire plaisir à la petite start-up, c'était clairement un avantage concurrentiel et un bénéfice pour nos clients de fluidification de parcours, de simplification. Tu peux rappeler ce que fait ScanPay? Alors ScanPay, en fait, c'est une solution qui permet, avec son mobile, de scanner sa carte bleue et de récolter, pas les données de carte bleue, mais le compte, le numéro en fait de la carte bleue, le nom, prénom, et donc ça permet de pré-populer les informations et donc de fluidifier le parcours d'achat, puisqu'il n'y a plus qu'à mettre son CCV au dos pour pouvoir passer sa commande. Et aujourd'hui, je peux vous donner un chiffre là-dessus, on a, je crois, une trentaine de % de nos clients qui, quand ils passent une commande, scannent leur carte bleue, donc c'est un vrai service. Ok, on rend la parole à François. Dernier commentaire et après... Il y a une chose qui est... D'abord, les marchands en général sont œcuméniques, c'est-à-dire que du moment qu'on leur achète des produits, que ce soit par le mobile ou le smartphone ou le fixe ou les magasins, du moment qu'ils achètent, c'est le mieux. Maintenant, ce qui est difficile, comme a dit Thierry, comme tout le monde l'a dit, c'est qu'il faut adapter la façon de communiquer, de recruter à chaque vecteur, à chaque device. Mais il y a une chose qui est revenue souvent et qui a été dite, et c'est clé, je crois, sur le mobile, c'est que les gens sont impatients. Une des raisons du succès sur McDo, c'est qu'on évite la queue. Moi, j'ai travaillé 10 ans à la FNAC. Le négatif numéro 1 des clients à la FNAC, c'est la queue à la caisse. Donc, tout ce qui peut simplifier la vie des gens, faire que ça aille vite, les gens le choisiront. Et dans le mobile, exactement ce qui a été dit, si on n'a pas à retaper son nom, son prénom, son adresse, son numéro, les gens sont prêts à faire des compromis sur la sécurité, même du moment qui se facilite la vie. Et ça, le mobile le permet. Il n'y a pas que le mobile. Les grosses innovations marketing dans le... électroménager, vous avez peut-être vu, Boulanger se décarcasse pour vous livrer le lendemain. La FNAC répond en livrant la journée même. Ça paraissait fini, ce genre de choses. Ils sont un peu obligés. Dans l'impatience. Les gens sont impatients et le mobile permet de le faire. Très bien. Ce sera les mots de la fin. Merci à vous quatre. Merci beaucoup. Merci Christophe. Merci à François Monboisse, Jean-Noël Pénichon, Thierry Petit et Eric Fuchs